plus du domaine de l'éducation. Et mon propos sera moins en lien avec, comment dirais-je, ce que je fais tous les jours, parce que ce que je fais tous les jours, c'est beaucoup plus de convaincre la diaspora africaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à s'investir chez nous, faire profiter de l'expérience, l'expertise que nous avons dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat, des jeunes, le mentorat, à le faire. Mais ce soir, c'est ma raison d'être ici, c'est parce que la cause que Joris défend est une cause que je soutiens pleinement. La perte d'un être cher, comme un enfant, ça fait 5 ans. Joris, on se connaît depuis très très longtemps au Burundi. Mais à chaque fois que je le vois, je vois Tyson. Et vous comprenez l'émotion qui va avec. Et surtout pour aussi tout le monde ici qui sommes des parents, Tyson est un enfant, comme ça peut être le tien, comme ça peut être le mien. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer et penser que c'est une histoire de la télé, mais c'est vraiment notre histoire. Encore moins pour un frère qu'on connaît, pour un membre de la communauté qu'on connaît. Quand on discutait hier, j'ai réfléchi et mon mot aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus pour dire bravo à toi, Joris. Parce que quand on a regardé les vidéos, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais pour moi, c'est comme si c'était encore hier. C'est comme si ça nous rappelait vraiment ce moment sombre. Donc, c'est pas évident d'avoir des mots à dire après avoir visionné ces vidéos. Si c'est touchant, c'est profond, surtout quand on connaît cet enfant, quand on connaît ses parents, quand on envisage le bel avenir qu'il avait et toute la vie qui était en lui qui a été arrachée comme ça brutalement. Ce n'est pas facile d'avoir des mots à dire. C'est pourquoi j'avais trop hésité hier, on discutait, je me disais qu'est-ce que je veux que je dise moi, parce que je m'attendais à ce moment d'émotion et c'est pas facile. Mais ce que je veux saluer ici, vraiment pour Joris et sa famille, c'est la résilience. C'est vraiment cette capacité d'être résilient, de transformer ce moment de douleur, de chagrin, même d'abandon. Vous savez, on gère différemment les émotions comme ça. On peut même vraiment quitter la communauté, aller dans son coin. Mais le parcours, surtout la manière dont vous avez pris cette affaire, c'est vraiment une leçon de résilience. Comme Nathalie l'a dit dans la vidéo, que Tyson n'a pas enseigné à l'université comme moi, mais je pense qu'il a donné une leçon plus importante que ce que je vais donner, que ce que je compte donner aujourd'hui. Mais encore plus, la leçon que vous donnez aujourd'hui, et là encore justement avec Alain, c'est encore une leçon plus importante de nous dire, certes, les choses arrivent, mais comment est-ce qu'on peut se relever, mais beaucoup plus prévenir? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est touchant. Ce qui est arrivé à Tyson, c'est vraiment, ça dépasse la raison humaine. Mais aussi ce qui est arrivé aux parents, parce que des fois, quand les gens meurent, on ne sait pas ce qui se passe, surtout quand on est croyant, on espère qu'ils sont allés au ciel, mais beaucoup plus ceux qui restent, qui doivent gérer ces douleurs, gérer, comment dirais-je, le quotidien, le regard des autres, les on-dit, tout ça. Donc en plus de la perte, gérer encore toutes ces histoires connexes, vraiment avoir ce courage de se dire, voilà, certes, quelque chose s'est passé, mais je vais me relever beaucoup plus pour la communauté. Vraiment, bravo à toi. Et te connaissant, c'est pas surprenant, mais quand même, d'une certaine manière, c'était pas trop attendu si vite que tu puisses te relever si vite. Normalement, je dirais, aux âmes faibles, la police devait être l'ennemi de Joris, ou bien l'ennemi d'Alain, ou bien l'ennemi de tous les amis de Joris. Mais tu as compris que la sécurité n'est pas une affaire d'individu, de famille, mais c'est une affaire de collectivité, d'engagement communautaire. Et que tout doit se faire dans le dialogue et la confiance mutuelle. En tendant la main
à la police, à l'autorité, vous avez vraiment ouvert, je dirais, une voie nouvelle, qui est celle où la communauté et les forces de l'ordre deviennent des partenaires pour protéger nos jeunes. Cette initiative avec Tyson, elle incarne vraiment quelque chose de fondamental, créer des ponts. Créer des ponts entre deux groupes qui normalement devaient se voir comme des ennemis, mais plutôt comme des alliés cette fois-ci. Pour que demain après-demain, on ait encore moins de familles comme celle d'Alain, celle de Joris, qui souffrent encore d'un déchirement qui est inexplicable. Ça demande beaucoup de courage, ça demande vraiment beaucoup de, comment dirais-je, de force. Et c'est pas évident. Et comme Nelson Mandela l'a dit, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est plutôt la capacité de l'affronter, de la vaincre. Ça aurait été plus facile d'aller dans ta maison, se cacher, mais voilà qu'aujourd'hui, chaque année, régulièrement, au terrain, avec les jeunes, avec les enfants, tu es debout pour parler de Tyson, mais beaucoup plus, parler de ces autres Tyson, ces jeunes qui pouvaient être Tyson ce jour-là. Et comme un des évêques anglicans que j'aime bien, qui s'appelle Desmond Tutu aussi l'a dit, il a dit que celui qui choisit la neutralité dans un temps de crise, il aura choisi le camp de l'agresseur. Vous n'avez pas choisi le camp de l'agresseur, vous avez plutôt choisi le camp de l'action pour que demain après-demain, on n'ait pas encore à raconter ces drames. C'est important, il n'y a pas mieux que vous deux, Alain et toi, qui puissent vraiment dire et que tout le monde puisse écouter, parce que ce dont vous parlez, ce n'est pas une histoire de la télé, c'est du vécu. Mais un vécu qui est bien, qui est bien vivant, mais plus que vivant, qui veut transformer ces douleurs en une opportunité de prévenir. Si la police était là, on aurait dit qu'ils ont également eu le courage de s'approcher de toi. Vous savez, surtout ceux qui viennent de la communauté africaine. Quand tu es soupçonné, mais si tu n'es pas vraiment l'auteur d'un malheur qui est arrivé à quelqu'un, tu n'aurais pas toujours le courage. Au loin des rêves américains. Quand j'étais enfant, on était bombardé avec les informations partout, les États-Unis d'Amérique, le Canada. À chaque fois qu'un enfant et un adolescent grandissent, on entend parler du Canada. Mais le rêve canadien est quelque chose de très important. Demandez, faites un sondage un tout petit peu parmi tous ceux que vous connaissez qui vivent encore en Afrique de votre âge, moins âgés, les enfants, ils vont vous dire, choisis n'importe quel pays tu veux aller. Tout le monde, 99% te diront le Canada. Ce n'est pas un pays le plus puissant que les États-Unis. Il y en a même certains pays d'Asie, moi qui voyage beaucoup, qui a ce privilège, qui a eu cet honneur ou cette chance de pas mal faire des pays. Je connais la Chine, ni les États-Unis, ni le Canada n'ont rien à voir, ni l'Europe d'ailleurs. Mais tout le monde te parlera du Canada. Alors, c'est des gens dans l'idée de cette grandeur, des valeurs, de la diaspora qui, quand ils retournent au pays, cette aisance, cette facilité de vie. Une très bonne question que madame vient de me poser parce que je suis quelqu'un qui est parfois de temps en temps sollicité de par ma petite modeste expérience parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce pays depuis 2010. Avec mon petit background, par exemple, je suis économiste de formation, spécialité en économétrie, concepteur de projets, paramétrage et de données macroéconomiques, que j'ai fini à l'Université de Montréal. Donc ça fait quand même un grand package. J'étais banquier, j'étais fonctionnaire des Nations Unies. La plupart comme l'a dit mon ami Joris, j'œuvre beaucoup dans la communauté. Je suis président de deux associations, United for Assistance,
basée sur la foi islamique. Je suis musulman de naissance et j'ai grandi avec cette foi jusqu'à date. Avec United for Assistance, il y a aussi un autre organisme qui est GLDP, Great League Development Company, où nous avons une société qui a pu acheter, en tout cas, une première maison sans aucune dette, en amassant juste des fonds entre groupes de gens, et on a payé une maison cash au Canada. C'est dans ce sens-là que j'œuvre pour aider la communauté. Toutes ces activités me donnent un tout petit peu, peut-être à tort ou à raison, l'image de quelqu'un qui peut avoir de l'impact ou de l'aide aux autres. Et c'est pour ça que, selon la question de madame, un jour on m'a posé la question, un de mes amis, très intelligent, que je respectais beaucoup, un érudit sur la foi islamique, il m'a dit, pourquoi, dis-moi les 3 choses essentielles qui fait du Canada un pays qu'on devrait choisir en premier ou immigrer. Paradoxalement, avec toute la douleur que peut ressentir mon ami Joris, parce que je suis sûr, quel que soit le confort qu'il a aujourd'hui, quel que soit l'accompagnement qu'il a aujourd'hui, pour lui le Canada c'est presque un cauchemar. Mais moi malheureusement j'ai répondu, selon mon âme et conscience et selon ma petite expérience, que les 3 choses que je choisis pour le Canada et que je choisirai pour n'importe qui au Canada, d'abord, c'est la sécurité. Malheureusement, mon fils ou mon neveu Tyson, lui, ne peut pas témoigner ça. C'est dire même de convaincre à Joris, au moins 5 ans plus tard, tu peux lui montrer les choses, tout ce qu'il a vécu, tout cet amour que nous lui donnons, qu'il y a pire ailleurs. Mais le Canada, sa sécurité est la première chose. Et la première chose qu'on peut avoir. La deuxième chose que j'aime au Canada en tant qu'économiste entrepreneur et aussi vécu, c'est la garantie. La garantie d'un état de droit. Et cette garantie d'un état de droit, on le sent même au quotidien soi-même. Soi-même, cette garantie de se dire qu'il y a, selon tout économiste, vous avez déjà entendu parler des pyramides d'Abraham Maslow, la pyramide des besoins. Ici au Canada, au moins la base est assurée. On ne peut pas devenir riche, mais si on est quand même assez un tout petit peu outillé, on ne peut pas non plus se considérer comme pauvre. Surtout nous, les immigrants, sachant d'où nous venons. Et cela me ramène maintenant à pourquoi j'ai introduit mes propos d'aujourd'hui en vous parlant du rêve canadien. C'est tout ça, renfermé dans la tête des gens au pays du rêve américain. On peut comparer ça par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs. L'Europe, l'Asie, l'Afrique d'où nous venons, et aussi même les États-Unis. Est-ce que ce qui est arrivé à notre petit garçon, à notre jeune adolescent de 20 ans, ce qui est arrivé au fils de notre ami ici, est-ce que c'est quelque chose de hasard ou d'aléatoire? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne pourra jamais, quoi qu'il en soit, s'approcher de ces 2 grandes personnes pour l'expliquer ce que c'était un hasard. Tout ce qu'on peut dire, on peut tout juste se retourner et leur dire, Monsieur Joris, mon ami, Alain. Monsieur Alain, vous avez de la foi, quel que soit ce dans quoi vous croyez, mais jamais cette force en quoi vous croyez ne peut vous porter une charge dont vous n'êtes pas capable de supporter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes ici avec nous. Je suis sûr que 90% des gens, probablement Dr Martin Nahe pourra le confirmer, à moins que tu aies face à une telle situation, une puissance invisible qui vient te réconforter, trop peu peuvent être capables de survivre par rapport à tout ça. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai perdu 2 frères en 6 mois, en 2021. Ça a failli m'achever aussi. Et ce n'était pas des tragédies aussi brusques que ce que vous avez subi. Avec un intervalle de 6 mois, avec des circonstances qui pourraient faire en sorte qu'on peut s'y préparer même un tout petit peu. Quoique, jamais on ne se prépare par rapport à la mort. Mais je vous dis que
supporter tout ça, il y a une raison. Tu as tout à l'heure parlé que pour tout simplement dire en français que jamais rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une raison à tout ce qui peut arriver. Et cette raison pour vous-même, elle est enfouie en vous aussi. C'est la raison pour laquelle, c'est pour qu'il y ait Tyson Dream. C'est pour qu'il y ait quoi que ce soit. Ça ne pourra jamais consoler cette perte, mais ça peut quand même aider tant d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui peut tomber aussi bas. Moi, dans toutes mes malheurs, dans tout ce que je subissais, je me disais, j'ai perdu des frères. Mais Joris, qu'est-ce qu'il a perdu? Et au moins sur ça, j'arrivais à dormir. C'est-à-dire, si je ne connaissais pas Joris, et si je ne partageais pas le thé avec lui, le regarder sourire, moi j'allais complètement sombrer. Mais au moins, ce que je regardais en lui, malgré tout ce qu'il a subi, j'aurais pensé à moi et je me disais, avance-toi aussi. Avance-toi aussi. Donc, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Ce rêve canadien existe. Mais pour qu'il existe vraiment, nous avons des devoirs. Non seulement nos jeunes, des fois on peut se jeter au tort. Mais vous savez, chaque chose a ses atouts, avantages et inconvénients. On est dans ce pays, profitons des nôtres. Chaque instant. Je sais que la plupart des fois, moi, quand il y a un proverbe arabe, comme je vous ai dit, je suis musulman, j'ai appris aussi l'arabe, je parle aussi très peu couramment arabe. Il y a un proverbe arabe, si tu parles à mon fils, en lui donnant juste 2 mots, la jeunesse, il finira toujours par compléter 7 mots, la jeunesse est la moitié de la folie. Parce que c'est un proverbe que je le répète tout le temps. C'est un proverbe arabe qui dit que la jeunesse est la moitié de la folie. Nos jeunes sont des fous à moitié. Nous devons les accompagner. Est-ce que c'est leur faute de subir des accidents? Non. Est-ce que c'est notre faute à nous parents que nos enfants peuvent tomber dans des accidents pareils? Non, pas du tout. Mais nous avons cette responsabilité de s'assurer que chaque journée qui passe, pour nous parents qui restons, profitons des nôtres. Non seulement en les donnant de l'amour, en les cajolant, en vivant avec eux pleinement. Pour que si une tragédie comme telle arrive, on se dit au moins on a maximisé le plus qu'on a pu. C'est quelque chose que moi je tiens à m'encourager moi-même, parce que ce qu'on ne peut pas contrôler, on n'y peut rien. Mais il y a ce qu'on peut contrôler. C'est le présent qu'on a aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce qui arrivera. Alors aujourd'hui, je vis avec chacun de mes proches, chacun de ceux que j'ai à côté de moi, chacune des personnes que j'ai rencontrées dans cette là, en lui donnant l'amour. En lui donnant l'amour, en lui donnant tout ce que j'ai en moi de positif. Toute le positive vibe que je peux avoir. Et une fois qu'il me quitte, au moins il quitte avec ces ondes positives qui peuvent l'aider à passer l'une des agréables moments à ma compagnie. Et si chacun de nous le fait, si chacun de nous, si ça se propageait ainsi, le monde serait un paradis. Mais ça demande que ça commence quelque part. De chez moi, dans ma voiture, de quelqu'un qui est avec moi, de quelqu'un que je rencontre sans le connaître, de quelqu'un que je rencontre dans mon travail. C'est pas toujours évident. C'est facile de le dire, mais il faut le cultiver, il faut l'exercer. Et une fois que c'est en toi, ça deviendra naturel. Et si c'est naturel, ça va impacter une personne, 2 personnes. Le monde est méchant, le monde est mauvais, le monde est tellement cruel que nous avons tous besoin de se mettre en nous l'amour, le pardon et la pitié de chacun. Sur ces petits mots, je ne peux que reconforter mon ami. Ça fait 5 ans qu'il a perdu son fils aujourd'hui. Monsieur Alain, pareil. Alors, on ne vous rendra jamais vos fils, mais nous, on essaiera de faire autant que possible pour vous commenter sur ce chemin. Et vous, autant que vous. Ça nous amène à réfléchir justement sur comment éviter ça et comment guérir. Alors, la présentation sera sur comment guérir les impacts psychologiques à long terme de la violence. Alors, nous sommes ici justement pour la bonne cause. Moi aussi, je tiens à saluer le courage de M. Alain et de M. Joris, justement, d'être ici, justement, parce que ça prend beaucoup de courage et beaucoup de résilience.
Alors, ici, comme nous le savons, nous en parlons déjà, ça a des effets durables sur le développement mental et émotionnel. Donc ça, on parle des enfants, mais on parle aussi des adultes. Ça va être quoi ce qui se passe justement sur le développement émotionnel. Tout à l'heure, M. Joris a partagé des effets de ce qu'il sent dans son corps à chaque fois qu'il mentionne le nom de son fils. C'est de ça qu'on parle quand on parle des effets sur le développement émotionnel. Qu'est-ce que ça ramène quand on parle de ces mots? Les jeunes, les familles, les parents, ils sont tous touchés différemment. On va parler des frères et sœurs de ces enfants qui sont partis, leurs parents, leurs amis, qui sont dans leur équipe. La famille élargie, le voisinage, tout le monde est affecté et touché différemment de ça. Alors, on va essayer de voir comment comprendre, soutenir, prévenir et renforcer la résilience. Et tout ça, ça se fait en communauté finalement parce qu'on apprend tous les expériences, les acquis, ce qu'il a appris et peut-être peut avoir des nuances par rapport à ce que l'autre a appris, par rapport à ce que l'autre a appris. On peut apprendre chacun l'un de l'autre, ce qui, je pense, est très important, comme on le mentionne ici finalement, de la communauté, l'importance de la communauté. Alors on va commencer par l'impact chez les jeunes. Vous travaillez dans les écoles, on peut parler des troubles de l'attention et de la concentration. Donc ça, c'est si les jeunes sont affectés par la violence, mais s'ils sont aussi recherchés par ces prédateurs, si on pourrait l'appeler comme ça. Un jeune qui est dans la violence ou qui a subi ça, on va justement voir les troubles de l'attention et de la concentration, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ça vient l'affecter. Et ça amène aussi le retrait social ou l'isolement. Alors ça, ce sont des petits signes que l'on peut voir dans la communauté, chez nous, parce que c'est jamais loin, c'est chez nous, ça commence chez nous. Puis ça fait un impact. Peut-être, si vous l'entendez chez le voisin, chez un ami, chez un collègue, ils se plaignent, ils disent « mais je ne comprends pas ce qui se passe chez mon petit genou à la maison. Qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de ça, avoir cette conversation-là? L'adolescence, ça vient avec des émotions fortes. Et on sait que ce sont les plus vulnérables. La violence n'est pas à personne, on le sait très bien, mais on voit qu'il y a un certain démographique qui est plus vulnérable. Alors, on va parler du risque accru de consommation, comportement à risque. Ça va être quoi ces comportements à risque que l'on peut voir? Mais aussi, ça peut être comme l'impact de ce qui est arrivé dans la communauté, parce que comment est-ce que ce jeune, cet enfant va gérer ses émotions? Peut-être qu'à la maison, il n'y a pas assez de cadres pour en parler parce que les parents sont en train de gérer leur peine aussi. Donc le jeune va faire ce qu'il peut faire et ce qui est accessible à lui, ça va être ça. Parce qu'il y a tout le monde qui lui vend ça, qui lui cherche ça. Et c'est facile parce qu'au moins, ça va venir taire une petite partie de lui qui est en souffrance. Alors ça peut être comme un impact de la violence, mais aussi ça peut être une façon d'essayer de guérir sa violence. Troubles du sommeil et anxiété, des fois on voit, oh l'enfant ne peut pas dormir, c'est parce qu'il est sur ses jeux, c'est parce qu'il y a ça. Peut-être il y a autre chose, est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut appeler nos communautés finalement à aller consulter? Parce que des fois on dit mais non c'est pas grave, ça va passer, hier, c'est ça. Mais il y a des choses justement qui sont très importantes parce que s'il y a ces troubles de sommeil et peut-être cette anxiété, qu'est-ce qui va se passer après finalement? Ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce jeune? Le développement perturbé du sentiment de sécurité. Alors on a parlé de sécurité ici, on a parlé de sécurité physique. Qu'en est-il de la sécurité émotionnelle? On peut avoir tout ça, mais est-ce que l'enfant se sent en sécurité émotionnellement chez lui? À la maison, à l'école? Parce que c'est tout ça qui va l'amener à chercher finalement une façon de se guérir. Ça peut être aller dans la violence, ou ça peut être recruté, ou ça peut être autre chose. Mais ça peut être aussi une conséquence de ce qui se passe à cause, comme conséquence de ces violences qui se font dans nos communautés. Alors ça, c'est vraiment pas une liste exclusive.
Il y a plein. Je sais que les parents ici peuvent partager, quand on aura le cadre justement de partager, peut-être vous allez nous partager vos expériences justement pour voir est-ce que les frères et sœurs, comment ça a été à la maison, comment est-ce qu'ils vivent leur deuil aussi, parce que c'est un deuil qui ne va jamais finir. Et ça vient, ça part, des fois on dit que c'est fini, mais c'est là, c'est dans notre corps, c'est dans notre vie de tous les jours. On va parler de l'impact, des impacts sur les familles. Les parents sont en train de gérer leur deuil, les enfants sont en train de gérer leur deuil. Comment est-ce que ça communique? Parce que quelques personnes gèrent, ils se retraitent, ils se mettent de côté, les autres vont. La résilience est différente chez les parents, chez les enfants. Ça peut amener des conflits. Et ces conflits aussi, ça va avoir cet impact justement sur ces jeunes qui ont besoin d'aller parler à papa et maman, mais papa et maman ne sont pas là, ou maman ou papa, ils sont en train de gérer autre chose. Alors, ça va vraiment aller sur la dynamique de la famille finalement. Et ça va amener ce sentiment de tension dans le foyer, et ça va créer malheureusement des cycles intergénérationnels de traumatisme. C'est ça qu'on entend dans les communautés chez nous. Il y a vraiment un trauma intergénérationnel et on en parle, mais des fois, c'est chez nous aussi. On pense que c'est chez les autres, mais ce trauma intergénérationnel de traumatisme, ça peut être quand il y a des tensions à la maison, on ne parle pas, on se cache. Mais où est-ce que ça va? Ces tensions, ça va où? Ça vient nous chercher où? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce que, comme elle a mentionné, est-ce que quand je vois un prédateur qui vient m'offrir quelque chose, je dis au moins lui il va m'écouter. Papa et maman sont pas là, ils m'écoutent pas. Au moins lui, il me donne ce que je veux. Alors c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit se questionner parce qu'on n'est pas épargné aussi. Quand on parle des difficultés à créer un environnement stable, stabilité comme on en parle, c'est quoi cette stabilité? Parce que nous, les parents, des fois, on ne se questionne pas, on dit, ben moi je fais ça, je travaille, je te donne ce que tu veux. Est-ce que c'est ça que l'enfant veut finalement? Est-ce qu'on se questionne? Parce que c'est peut-être nous, notre besoin, quand on a grandi, peut-être que c'est comme ça qu'on nous a montré, mais est-ce qu'on peut se questionner nous-mêmes pour dire, est-ce que j'avais besoin de plus? Qu'est-ce que je peux donner à cet enfant? Qu'est-ce que je peux donner à ma femme, à mon mari, justement pour créer cet environnement stable où la communication est ouverte, mais où aussi on apprend à, et je nous parle à nous tous, on apprend à être corrigeable par exemple. Alors ici, on parle de l'impact sur les familles. Finalement, on arrive à la fragmentation des relations familiales où l'enfant a hâte juste de quitter. Vraiment, de quitter, de ne plus parler à ses parents parce que c'est fermé. Il n'y a aucune porte d'entrée, aucune porte de communication, aucune porte de sentir les émotions. Alors, ici, je vais juste un peu m'attarder sur ça. Quand on parle des familles, on parle des émotions, on parle de la sécurité émotionnelle. Des fois, il y a des émotions qui sont connotées pas bonnes. L'enfant n'est pas supposé être en colère, mais c'est quoi ça? Nous, on n'accepte que ça. Et ces autres émotions, ils vont où? Comment est-ce qu'on va essayer de les sentir finalement? Donc, c'est vraiment un appel à se re-questionner aussi, à avoir laissé vraiment beaucoup de place à l'émotionnel. Et je comprends la réalité de nous, immigrants. Des fois, on n'a pas ce luxe de donner ça, mais est-ce que, quand on l'a, est-ce qu'on peut se donner cette chance de le faire pour nos enfants, pour nos communautés, pour nous-mêmes aussi, parce que nous aussi, nous en avons besoin. Surtout avec les réalités de là où on vit, finalement. Les parents. Épuisement émotionnel, burn-out parental. C'est difficile ici d'élever les enfants. C'est difficile ici pour nous. Alors quand on parle de la violence, c'est ça.
justement, quand on parle de burn-out parental, on est en train de pleurer notre enfant, on est en train de pleurer notre communauté, on est fatigué, on est fatigué. Quand on parle d'hypervigilance, on se dit, j'ai déjà perdu un, je ne vais pas en perdre les autres. On va dans la surprotection. Et c'est une façon de guérir aussi. On va se dire, est-ce qu'il y a de la culpabilité finalement? Est-ce que, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné, c'est Yves, ou peut-être Patrick. Est-ce qu'il y a une culpabilité que le parent sent? Peut-être qu'il dit, ben, j'ai pas fait assez, peut-être cette fois-ci je vais en faire un peu trop pour les autres qui restent. Comment ça va venir nous chercher en tant que parents finalement? Et on comprend que ça vient d'une place de souffrance et d'essayer de faire de son mieux. On parle de sentiment de culpabilité ou d'échec. Alors là, on va parler de santé mentale. On a parlé de la dépression, anxiété, stress post-traumatique. Alors chez nous, je ne vais pas généraliser nécessairement, mais chez nous, consulter un professionnel en santé mentale, je sais qu'il y a toujours des endroits où c'est tabou. Mais vraiment, c'est avoir cette ouverture, d'aller voir ça comme de la même façon que l'on va chez un docteur quand on a mal sur le corps, c'est un docteur. C'est quelqu'un qui peut t'aider avec une autre forme de santé. La santé mentale, il n'y a rien comment dire? Il n'y a rien de mal. Stigma. Oui, c'est pas vraiment un stigma. C'est la santé en général, parce que si on se sent bien dans son corps et on ne se sent pas bien, est-ce que finalement on se sent bien? Il faut vraiment aller chercher cette santé holistique et pas nécessairement dire qu'il faut que j'aille mal pour aller consulter, parce qu'on garde beaucoup. Se donner cette chance d'aller évacuer un peu. Et ici, on va parler, je pense, des cadres où on peut parler en groupe. Là, on ne se sent pas seul et on peut finalement extérioriser. On a parlé de la difficulté à offrir un soutien constant aux enfants, ça on a déjà parlé. Alors, on va parler de traumatisme complexe, exposition répétée à la violence ou à la négligence. Quand c'est répété, j'ai entendu une histoire dernièrement, une personne qui s'est fait tuer en Haïti. Les gens étaient là en train de prendre des photos. Aucune aide, rien, c'est parce qu'ils sont, c'est tellement répété. Il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est normalisé. C'est normalisé. Donc c'est ça, et c'est pas normal. C'est un traumatisme finalement. Et les gens vont dire, ben on va faire ça, ben tant pis, c'est la 100e personne que j'ai vue en 2 jours. Mais ça, c'est un traumatisme déjà, parce que c'est pas normal. Donc c'est ça vraiment les traumatismes complexes qui viennent avec ça. Et ça affecte le cerveau en développement chez les jeunes. Parce que ça, c'est pas sain pour les jeunes, ni pour les adultes. Il y a aussi la perturbation durable de la confiance. À qui est-ce que je vais faire confiance finalement? C'est à cette personne qui va bien me parler. L'attachement, l'identité, finalement, c'est comment que je vais me définir. Qui suis-je avec tout ça qui se passe? En tant que parent, qui suis-je maintenant? En tant que frère ou sœur, en tant que communauté, en tant qu'ami de cette personne, qui suis-je? Parce que ça vient vraiment nous chercher tous. Et ça peut entraîner une vision négative de nous-mêmes, des autres et du monde. On dit le monde est cruel. Pourquoi être une bonne personne finalement? Le monde est cruel. Si je ne tue pas, je vais tuer. C'est pas normal ça. Alors ça, c'est un traumatisme complexe qui vient finalement chercher dans notre communauté, parce que comme vous l'avez dit, ces jeunes, peut-être que c'était ça, ils ont dit, ben si je ne le tue pas en premier, ils vont venir chez moi. Donc ça, c'est vraiment, ça vient finalement être comme un grand traumatisme. Alors on a parlé de l'importance d'un suivi thérapeutique approfondi, vraiment normaliser la recherche de parler à une personne. Les stratégies de guérison parlent de thérapie individuelle, de groupe. C'est très important, la thérapie. On peut l'appeler autrement.
Vous pouvez choisir une façon, c'est juste parler à quelqu'un, finalement, pour mettre ce terme, pour le simplifier un peu. C'est juste chercher quelqu'un à qui parler, à qui se décharger, qui est allé à l'école peut-être pour avoir quelques outils pour aider. C'est tout. Il n'y a rien de spécial, c'est pas... Il y a la connotation qu'on donne chez nous, oh, lui, ça va pas là, il est un petit peu coucou, mais c'est pas grave pour autant que tu cherches quelque chose pour toi, qui peut t'aider. On parle de thérapie familiale. La violence affecte les familles. Oui, on va chercher à se guérir nous-mêmes, mais la dynamique de la famille va changer sans cette personne. Comment est-ce qu'on va revivre comme famille finalement? Comment, ça va être quoi mon rôle finalement en tant que grande sœur, petite sœur de cette personne qui est plus là? Ça va être quoi mon rôle de maman qui n'a plus cet enfant-là, de papa qui n'a plus cet enfant-là, de meilleur ami? Ça va être quoi finalement? Alors il y a des approches, différentes approches, la musique, la danse, l'écriture, la thérapie de l'art, la thérapie de parler. On peut faire des activités de stabilisation, la respiration, la pleine conscience, le mouvement. Et on a aussi parlé des groupes de soutien pour briser l'isolement. Parce que des fois, on se dit que ça n'arrive qu'à soi. Et ce n'est jamais le cas. C'est rarement le cas. On a parlé de résilience. Ici, on est ici justement par la résilience de M. Joris, M. Alain qui est venu. Les deux messieurs en ont parlé. C'est vraiment d'aller identifier, renforcer les forces internes parce qu'elles sont là. Ce sont celles qui nous réveillent chaque matin malgré une longue nuit très difficile. Encourager l'expression émotionnelle sécurisée. C'est normal de se sentir en colère. C'est normal de passer dans ce stade d'être en colère envers Dieu ou envers n'importe quelle chose en laquelle vous croyez. C'est vraiment de normaliser toutes ces émotions que l'on sent. Parce qu'elles ne font que sortir. On n'a rien demandé pour qu'on les sente. C'est vraiment de se donner cette permission de les sentir. Accepter, favoriser le soutien social positif. Des fois, quand on est dans cette douleur, des fois on ne veut pas. On met la main un peu loin pour l'aide. Mais c'est peut-être aussi d'accepter. D'accepter les familles élargies, les mentors, les pères, les amis. Développer un sens d'appartenance chez les jeunes, l'école, la communauté. Et promouvoir un environnement prévisible et cohérent. Prévisible dans le sens de... Parce que notre cerveau aime ce qui est prévisible. On parle ici de l'enfant. On peut parler aussi de l'adulte, mais beaucoup plus de l'enfant. C'est de savoir qu'il n'y aura pas ces hauts et bas de 0 à 100 à la maison. Parce que ça perturbe cet enfant. Et on sait que la vie arrive. Et c'est d'essayer peut-être. Et quand ça arrive et qu'on se tient dans ce moment, on le voit, on le sent ce moment, peut-être d'aller dire à ce petit enfant ou à cet adolescent ou à ce jeune, ben excuse-moi, j'avais essayé aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Je m'excuse. La cohérence dans ça, dans ses émotions. Quand on parle de protéger la santé mentale dans la communauté, c'est déjà de normaliser ce que j'appelle